Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On va discuter d'architecture zero knowledge pendant à peu près 3/4 d'heure, qui est le temps qui m'est gentiment imparti. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'architecture zero knowledge, qui voient à peu près ce que c'est, qui conçoivent à peu près ce que c'est ou pas du tout? C'est une question à 2 entrées, ça va être difficile de répondre à main levée. Qui en a déjà entendu parler? Il y a 4-5 mains qui se lèvent. Ok. C'est un pattern qui est assez peu connu encore, alors qu'il a le mérite d'apporter beaucoup de réponses à pas mal de questions qu'on peut se poser actuellement, et notamment les questions liées à tout ce qui est sécurisation de la donnée et vie privée, notamment sur des problématiques de privacy by design, ce genre de choses. Alors, on va partir d'une petite histoire. Il y a le dossier médical qui a été mis en ligne, remis en ligne après 14 ans de dev il y a quelques jours maintenant. Voilà la petite histoire. Francis est malade et Francis doit se rendre chez son médecin. Mais comme Francis est quelqu'un qui est plutôt dans l'air du temps et qui vit plutôt du côté du numérique, il a choisi de numériser l'intégralité de ses documents de santé pour pouvoir avoir un accès facilité à son dossier médical. Le problème, c'est que le dossier médical partagé à l'heure actuelle, c'est ça. Je ne sais pas si dans le fond vous voyez bien, mais ça c'est un tweet qui date d'il y a quelques semaines, un truc comme ça, où ils expliquent qu'effectivement c'est un toubib depuis le réseau hospitalier qui a cherché à ouvrir un dossier médical partagé, qui se tape un PDF avec de vagues hiéroglyphes à l'intérieur, mais c'est même pas lisible, après avoir cherché pendant des heures comment l'ouvrir. Donc clairement le dossier médical partagé c'est pas au point, c'est tellement pas au point que depuis des années c'était mis en redéveloppement parce qu'il y avait des problèmes de sécurisation, de vie privée, etc. Donc, comme Francis est quand même pas con, il décide de se dire, je passe pas par le dossier médical partagé, je vais passer par un système qui s'appelle Passcare, qui est un système qui est offert par une start-up et qui va me permettre d'avoir un accès à mes documents de santé de façon numérique. Et tout est stocké en ligne chez Passcare et on y accède via une petite carte avec un QR code que le professionnel de santé scanne et qui permet d'accéder aux documents, etc. Heureusement, Francis sait qu'il n'est pas le produit, parce qu'il paye son abonnement chez Passcare pour pouvoir héberger ses données là-bas et pour pouvoir être tranquille. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer partant de là? Eh bien, grosso modo, à peu près tout. Parce que, en arrivant chez son médecin, Francis lui laisse son accès à Passcare. Et le médecin constate, parce que dans Passcare, il y a pas mal de choses de stocker, notamment tout ce qui est quantifying self, donc il note ses habitudes de vie, de santé, ce qu'il mange, quand est-ce qu'il fait du sport, etc., ses évolutions, sa courbe de poids. Et le médecin commence à se dire qu'il y a peut-être un problème cardiaque derrière. Donc il va commencer à surmédicaliser Francis, à lui prescrire pas mal d'examens de santé pour pouvoir vérifier qu'il n'y a rien qui cloche au niveau cardiaque. Le problème, c'est que la mutuelle, qui a également accès au Passcare, parce qu'elle a conclu un partenariat avec Francis en lui disant, si vous voulez, on prend une partie en charge du Passcare en tant que mutuelle, comme ça vous ne le payez plus. Mais comme ça, du coup, on accède à une partie de vos données, c'est win-win, comme on dit dans le monde de la Startup Nation. Donc la mutuelle a accès aussi à ces informations-là. Elle voit bien que le rythme de vie de Francis est quand même pas sain. Donc elle décide de pas payer les dépassements d'honoraires et de pas les rembourser. Donc Francis se retrouve avec des dépassements d'honoraires chez des cardiologues qui sont pas remboursés, des surmédications qui sont pas remboursées. Et puis en plus, le contrat Passcare, au départ, il a été souscrit par son employeur, parce que c'est un système qui est globalisé un peu comme une mutuelle d'entreprise. Et donc du coup, l'employeur, il a aussi un accès aux documents Passcare des salariés. Et du coup, il se rend compte que Francis commence à avoir un rythme de vie qui est pas bon, des problèmes visiblement cardiaques, puisqu'il fait pas mal d'examens sur ces sujets-là, et qu'en plus, il a un peu peur l'employeur a un peu peur que Francis devienne alcoolique à force de... Donc il le licencie préventivement. Donc à la fin, Francis n'avait qu'un gros rhume, n'est-ce pas? Mais il se retrouve sans boulot et avec des dettes monumentales. Alors ça n'est peut-être qu'une petite histoire, mais dans les faits, Passcare existe. Hein, c'est une vraie société, c'est un vrai système, c'est une vraie start-up et ça marche vraiment avec ce système de QR code. Je ne dis pas qu'on y accède de façon aussi facile que je le raconte, mais on peut y arriver. Et c'est ce vers quoi tendent les mutuelles aujourd'hui. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. On a un vrai problème parce qu'on a de la donnée, et cette donnée, on est contraint de la partager, on choisit de la partager, ce qui est plutôt une bonne chose. La question c'est quoi, comment et avec qui? Comment est-ce qu'on décide de partager cette information et comment tout va transiter? Parce que le problème, c'est que la donnée est aujourd'hui ce qui est le plus utilisé dans nos différents systèmes, nos différents outils sur Internet et dans nos différentes applications, mais que la donnée est quand même une denrée rare, critique,
et qu'il convient quand même de la protéger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est stocké à distance, dans le cloud, et que tout utilise un système de cloud pour stocker vos données. Il y a très peu de données qui restent finalement locales aujourd'hui. On est tous, notamment du fait qu'on a des multi-devices à la recherche d'une sursynchronisation en permanent de l'ensemble de nos documents. Se posent donc les questions de qui stocke les informations, sur quel cloud ça se trouve, dans quel serveur, sur quelle machine, dans quel B, quel data center, etc. Sous quelle forme, par où transite cette information, qui peut y avoir accès à un instant donné. Bref, qu'est-ce qui se passe une fois que l'information elle sort de mon device et qu'elle arrive globalement dans des systèmes de partage et d'information de données. Le problème, c'est que ça veut dire qu'à la fin, c'est l'utilisateur qui devrait penser à se protéger et à protéger ses informations. Et on ne devrait pas avoir ce choix-là à faire en tant qu'individu. Parce que ce n'est pas notre enjeu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est utiliser les services et point barre. On n'a pas la volonté de devoir protéger ces informations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix de le faire. On est contraint à ça. Sinon, on abandonne nos derniers lambeaux de vie privée et on se retrouve à poil sur Internet. Ce qui n'est jamais bon, sauf si c'est votre métier, mais c'est encore autre chose. L'idée avec tout ça, c'est finalement qu'il va falloir reprendre le contrôle sur nos informations, à savoir quelles sont les informations qui sont partagées, qui peut accéder à ces informations, et surtout pendant combien de temps. À partir du moment où on répond à ces trois questions-là, normalement, on commence à rentrer dans une architecture de système qui sécurise correctement de la donnée. Il y a un pattern qui répond à ça, c'est l'architecture Zero Knowledge. L'architecture Zero Knowledge, en gros, elle met en place un système qui permet de fournir à des services tiers de l'accès à de l'information de façon chiffrée, sécurisée, de telle manière que personne ne puisse accéder à des contenus clairs sans en avoir la permission. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chiffrement, il y a beaucoup de gestion d'ACL, etc. Mais à la fin, c'est quand même robuste. Donc concrètement, comment ça se passe? L'idée, ça va être de chercher à concevoir une architecture sans connaissance. On fait un petit jeu, il faut que vous trouviez les lettres qui manquent au début des slides, comme on est coupé. Donc on va chercher à concevoir une architecture sans connaissance. Je commence par un petit lexique, parce que je vais utiliser pas mal de termes et je voudrais qu'on soit tous raccords sur les termes utilisés. Quand je parle de données, je parle d'une information qui est produite par un utilisateur ou une utilisatrice. C'est quelque chose qui est fabriqué au sein de votre téléphone, au sein de votre application et que vous utilisez. Quand je parle de client, c'est l'application avec laquelle votre utilisateur interagit. Quand je parle de service, c'est une entité à l'extérieur qui cherche à accéder à cette information. Quand je parle de paire de clés, c'est de la paire de clés RSA ou elliptic curve asymétrique. Tout le monde est à peu près raccord sur les clés asymétriques, comment ça fonctionne, etc. Ouais, ok. Si ce n'est pas le cas, je reviens très vite dessus après. Quand je parle de certificat, c'est un certificat au sens X509 du terme, donc un certificat de chiffrement. Et quand je parle de serveur, ça va être la partie déportée cloud de votre application ou de votre service. Voilà. Faites une photo, vous pourrez vous y référer plus tard. Alors, les concepts de l'architecture Zero Knowledge, c'est quoi? Les concepts. C'est au départ une authentification à preuve nulle, un chiffrement de bout en bout et des données qui sont exclusivement chiffrées. Le tout dans une approche dite non naïve. Alors le terme de non naïf, pareil, je reviens dessus après pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Les concepts à la base de l'architecture Zero Knowledge, ça n'est que ça. Et c'est exclusivement dans ces quatre directions qu'on va essayer de progresser. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Le principe Zero Knowledge, ça va fonctionner en, on va dire, 5 étapes. En gros, vous allez avoir un mot de passe. Jusque-là, c'est à peu près standard, comme dans tous les services. Donc, j'installe votre application et en tant qu'utilisateur, on va me demander de saisir un mot de passe pour protéger mes infos. Ce mot de passe va servir à protéger un certificat intermédiaire qui va être signé par le certificat de votre système, de votre serveur distant, donc le certificat racine de votre application cliente, et il va être protégé, chiffré par le mot de passe de l'utilisateur. À partir de là, on va générer deux paires de clés asymétriques, ou RSA, ou elliptic curve, ou DSA, ce que vous voulez, bref, deux paires de clés. Une qui va servir à l'authentification, donc à faire de la signature, et une qui va servir à faire tout ce qui est gestion de données, donc du chiffrement. Ces paires de clés vont être protégées par le certificat intermédiaire.
qui lui-même est protégé par le mot de passe de l'utilisateur. Derrière, on pousse tout ça côté serveur, c'est-à-dire les clés publiques, puisque les clés privées sont privées dans votre poche, tout ça, et les hashes des clés privées, ça c'est balancé côté serveur, et comme ça c'est mis à disposition dans votre serveur qui permet de distribuer après qui sert de passe-plat entre le client et les services. Et les clés privées restent dans le client avec le certificat intermédiaire qui permet de protéger tout ça. J'ai perdu personne? Ok, super. Ouais. Pourquoi on envoie les hashes des clés privées? Pour des questions de vérification à l'avenir. Il y a des fois où ça peut être pratique. Je ne dis pas que c'est purement lié à l'architecture Zero Knowledge. Je me suis retrouvé dans des cas où c'était pratique de le faire. C'est pour ça que je propose de le faire. Après, ce n'est pas une obligation en soi. OK. Alors, première étape, authentification à preuve nulle. Comment ça se passe? C'est le terme, le paradigme de la caverne d'Ali Baba. Ceci est une caverne, je dessine extrêmement mal, ça n'est pas un décapsuleur. Encore que. L'idée, c'est le théorème de la caverne d'Ali Baba, comment ça se présente? Vous avez deux individus, A en vert, et A en rouge et B en vert, appelons-les comme ça, qui sont à l'entrée d'une caverne. Au milieu de cette caverne, il y a une paroi, une porte, et cette porte s'ouvre avec un mot de passe magique. Et A dit à B, moi je connais le mot de passe. Il n'a pas le droit de donner le mot de passe à B, et B ne peut pas rentrer dans la caverne. Mais B a besoin de s'assurer que A connaît effectivement le mot de passe. Pour ça, il va envoyer A dans la caverne, en lui disant, tu pars à droite ou tu pars à gauche. Il choisit le chemin. Et après, il fait un tir de dés, et il regarde par où il faut qu'il ressorte. S'il l'a fait rentrer à droite et qu'il doit ressortir à droite, ça ne prouve pas grand-chose. En revanche, s'il l'a fait rentrer à droite et qu'il doit le faire sortir à gauche, le seul moyen pour A de passer va être d'ouvrir la porte. Donc de connaître la phrase magique pour pouvoir passer la porte. Si c'est ça, ça signifie qu'il a bien réussi à rentrer et à ressortir de l'autre côté. Donc il connaît bien le mot de passe. Et la vérification à preuve nulle, c'est ça. B n'a jamais eu besoin d'accéder au mot de passe à un quelconque moment. Il n'a même pas eu besoin de rentrer dans le système. Il a juste eu besoin d'une preuve que, oui, l'individu à vérifier ou à contrôler était bien autorisé à passer par ce biais-là. Donc concrètement, dans une architecture Zero Knowledge, je promets qu'un jour je referai ces slides avec des meilleurs dessins. Comment ça se passe dans la mise en place d'une architecture Zero Knowledge concrètement? On va avoir une gestion des clés qui va dire que pour tout service qui veut accéder à de la donnée dans votre application cliente, on va faire générer à ce service, donc mettons une mutuelle, je reprends l'exemple de Francis, qui reste un gentil blaireau. La mutuelle va s'inscrire auprès de votre système en disant « Moi, en tant que mutuelle, j'ai besoin de devenir un service pour accéder aux informations de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. » Et donc, votre système va autoriser la mutuelle en tant que service, et pour ça, elle va générer pour ce service de mutuelle un certificat intermédiaire, comme on l'a fait dans l'application cliente. Elle va générer de nouveau deux paires de clés pour le service, une pour l'authentification et une pour le chiffrement et le déchiffrement des données. Et puis, elle va utiliser la paire de clés de signature pour faire un challenge d'authentification. C'est-à-dire que le service, au moment où il va vouloir s'authentifier, il va se présenter auprès de votre serveur, et il va dire, voilà, moi je suis un service authentifié, je veux pouvoir accéder aux données d'un utilisateur. Votre serveur va dire, OK, il va générer un jeton, il va signer ce jeton, il va envoyer ce jeton à votre service, et il va dire, renvoie-moi ce jeton signé. Le service va utiliser sa clé privée de signature, elle va renvoyer le jeton à votre serveur. Le serveur, avec la clé publique du service, va pouvoir vérifier la signature. Donc vérifier que, oui, la mutuelle est bien autorisée. Et à partir de là, elle aura généré un jeton valide qu'elle va pouvoir transmettre à l'application cliente. Et c'est là que votre utilisateur, sur son application, va recevoir une notification qui lui dit « Tiens, il y a la mutuelle qui veut accéder à tes données. Est-ce que tu veux, oui ou non ?» Et ça ira pas plus loin. Donc, dans une preuve de connaissance nulle, c'est le service qui veut s'authentifier qui va donc se présenter au serveur, le serveur qui teste la signature dans le challenge, qui produit un token unique par client et par serveur. Donc à chaque fois que le service
veut accéder à un nouveau client, il se présente à nouveau en disant « Bonjour, je suis la mutuelle autorisée, je veux accéder aux données de tel utilisateur » et le serveur régénère un token. Et c'est ce token qui est passé après à l'application cliente. Et c'est le client qui se sert de ce token pour valider le service qui va se présenter. Quand le service va se présenter, il va présenter le token qui aurait été fourni par le serveur. Et l'application pourra dire « Ah oui, ok, c'est bon, c'est validé. » Et le serveur sert de transition. L'idée, c'est que du coup, avec le serveur qui sert de tiers de confiance, il n'y a pas d'échange de mots de passe. Les clés sont révocables via les certificats intermédiaires. Donc au moment où mon service, finalement, je ne veux plus qu'il accède à de l'information parce que la mutuelle a merdé, parce que finalement elle se désabonne de votre service ou quoi. On révoque le certificat intermédiaire, ça révoque les clés puisqu'elles sont protégées par le certificat. Et donc à partir de ce moment-là, la mutuelle n'a plus accès au service. Ça marche aussi dans l'autre sens. Le client peut très bien dire finalement je décide de plus laisser l'accès à cette mutuelle et ça révoque les accès. Ça, c'est pour la partie authentification preuve nulle. Après, il y a la partie chiffrement de bout en bout, donc end-to-end encryption. Côté chiffrement, comment ça va se présenter? Tout le chiffrement est fait uniquement dans le client. Rien n'est fait sur le serveur, rien n'est fait en dehors de votre application, rien n'est fait en dehors de votre device. C'est fait avec la clé publique du service qui cherche à accéder à la donnée. Donc ma mutuelle, j'ai sa clé publique, elle est présente sur le serveur. Donc, je la récupère dans mon client. Et je chiffre les données que je veux envoyer à la mutuelle avec cette clé publique. On va faire de l'encapsulation de clés symétriques, parce que c'est plus rapide et parce que c'est plus efficace que de faire que de la symétrique. Le principe d'encapsulation symétrique, tout le monde voit comment ça fonctionne? En gros, c'est je génère une clé symétrique aléatoirement, je chiffre les données avec cette clé symétrique et je chiffre la clé symétrique avec ma clé asymétrique, donc avec la clé publique. Et ce que j'envoie, c'est un payload des deux. Et comme ça, de l'autre côté, on déchiffre la clé symétrique avec la clé privée, et ensuite on déchiffre le contenu. C'est exactement ce que fait PGP. Hein. Je dis ça comme si c'était simple. Côté déchiffrement, donc ça se fait côté service, avec la clé publique, la clé privée du service. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Côté sécurité, ça veut dire que chaque clé symétrique ou synchrone est donc unique à la fois par blob, j'y reviens après, par service et par client, et que cette clé symétrique, elle est non seulement générée aléatoirement, mais en plus, elle est un dead time token, c'est-à-dire qu'elle porte l'expiration de la donnée. Donc au moment où le service va recevoir le système, il va d'abord déchiffrer cette fameuse clé symétrique, il va obtenir cette clé sous forme d'un dead time token, et c'est ce dead time token qu'on va valider et qui va servir à vérifier si oui ou non la donnée est encore accessible ou pas. Et si elle n'est plus accessible, on ne laisse pas l'accès à la donnée. Troisième partie, c'est l'idée d'une approche non naïve. Alors, une approche non naïve, c'est quoi? En gros, vos documents, ils sont aujourd'hui décrits comme ça. C'est un document, un arbre de données. Je ne dis pas que les données relationnelles n'ont plus d'avenir, ce n'est pas vrai, on fait encore quand même beaucoup de relationnel, mais à partir du moment où vous générez de l'information qui est de l'information privée sur un individu donné, et on est sur un petit périmètre, le côté relationnel a quand même moins d'avantages que de faire un côté NoSQL et donc des gros arbres de données. Et c'est de l'information structurée. Et on a des super formats pour gérer ça. JSON, XML, ce que vous voulez. XML, super format. Ça veut dire que dans votre arborescence de données, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des informations qui vous identifient, qui vous aident, votre numéro de sécurité sociale, etc. On va trouver les informations qui sont relatives aux différents rendez-vous médicaux que vous avez pu avoir, quel praticien vous avez vu, à quelle date, etc. On va pouvoir trouver les fameuses informations de quantifying self. Qu'est-ce que vous avez mangé, quand est-ce que vous avez fait du sport, quelle est votre courbe de poids, etc. On va même pouvoir trouver des informations binaires, des photos sous forme de blob intégrées dans le document, etc. Et on va même pouvoir trouver des sous-groupes d'informations. C'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir trouver dans le rendez-vous médical le prix du rendez-vous médical, ce qu'a coûté la consultation. Et concrètement, votre mutuelle, elle n'a pas besoin d'accéder à tout ça. Votre mutuelle, tout ce qui l'intéresse, elle, c'est ça. Juste le prix. Elle a besoin que de ça, de savoir quel jour et combien vous avez payé. Elle n'a pas besoin de connaître les détails de la consultation, le compte-rendu du médecin, etc. Ça ne l'intéresse pas et ça ne devrait pas l'intéresser. Donc une approche non naïve, c'est ça. C'est de dire, ce que je vais partager avec mon service, c'est un tout petit fragment d'information, un tout petit blob, qui ne concerne que ce dont elle a besoin, et pas plus.
Ça veut dire que niveau sécurité, j'ai pas de partage intégral du document. Donc, même si mon document se retrouve éclaté entre plusieurs services qui accèdent à des morceaux d'informations différentes, recroiser tout ça pour reconstruire tout le document va être extrêmement compliqué. Donc, on sécurise aussi le fait qu'on ne laisse pas filer toute notre information, mais uniquement les petites portions dont on a besoin. Ça veut dire que chaque petit bloc va être chiffré de façon unitaire, encore une fois, par service avec une clé unique. Donc, mon prix, au moment où il va sortir, le coût de ma consultation, eh ben, ça ne va sortir que vers le service de ma mutuelle, avec à chaque fois un nouveau token qui porte l'expiration, qui va être utilisé, etc. Ce qui va me donner une granularité très très fine. On va faire un stockage effectivement de tous ces blobs dans le cloud, mais on s'en fout, c'est chiffré. C'est protégé de bout en bout. Donc, il n'y a finalement aucun problème à laisser poser ces informations sur un serveur, d'autant que c'est chiffré par des clés uniques, donc c'est compliqué d'avoir de l'analyse de statistiques dessus, et pour pouvoir faire du rétro-engineering des données chiffrées. Et en plus, ça veut dire que les services n'ont pas accès à des informations dont elles n'auraient pas besoin. C'est que bénéfique. Alors, comment on met ça en place concrètement ? Aujourd'hui, côté framework, côté outils, côté différentes implémentations existantes, de quoi on dispose ? Je ne vais pas vous mentir, ça va être un peu compliqué au départ. Il va falloir s'accrocher un peu. C'est-à-dire que niveau framework, en gros, il n'y en a pas. Tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle, c'est le Session Builder du Protocol Kit de Signal, l'application de messagerie chiffrée de bout en bout protégée. Et une boîte qui s'appelle Cossack Labs, qui bosse aux États-Unis, qui est une des rares à travailler sur le concept d'architecture Zero Knowledge et qui, pour le moment, ne propose que du POC. Et donc, ce qu'ils ont vise à démontrer la fiabilité de ce pattern et à proposer des solutions tout intégrées, tout embarquées, mais pour le moment, c'est encore pas stable ce qu'ils proposent. Donc, en tout cas, pas production ready. Donc, il va falloir le faire à la main, mais on va dire que ça ne durera pas. Donc concrètement, si vous êtes côté mobile ou côté desktop, normalement vous êtes dans un environnement qui est plutôt sûr, dans le sens où ce que vous allez exécuter va être du code compilé. Je ne dis pas que le fait de compiler du code est une protection en soi, je dis juste que c'est plus compliqué d'aller sniffer ce qui se passe et d'aller injecter à la volée des données à l'intérieur. L'idée va être quand même de sécuriser la façon dont on fait tourner tout ça, parce qu'on fait quand même de la cryptographie. Le stockage des clés va se faire normalement dans le système de fichiers de votre OS, que ce soit un OS mobile ou un OS desktop, etc. Donc ça veut dire que vous êtes normalement dans un environnement qui est à peu près contrôlé, à peu près sécurisé, avec normalement des intrusions qui sont prévenues si vous avez un bon firewall et un bon antivirus, etc. Donc je ne dis pas que c'est un cas d'usage idéal, je dis que on est quand même dans quelque chose qui est un tout petit peu plus robuste que quand on tourne dans le navigateur. Le problème, c'est que moi, historiquement, je suis fronteux, donc je bosse plutôt dans le navigateur. Et le problème, c'est que le navigateur, c'est un peu la machine virtuelle de demain. On est en train de faire tourner de plus en plus d'apps dans le navigateur. On utilise les techno-web pour faire tourner de l'embarqué encapsulé dans des frameworks type Cordova, etc. Donc concrètement, si on veut vraiment se protéger, il faut pouvoir appliquer ce pattern-là directement dans le navigateur. Donc le faire dans le navigateur, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Ce qui était mon idée de départ quand j'ai commencé à travailler sur cette conférence. Le premier élément, ça va être d'utiliser CORS, donc les cross-origin resource shares, je sais plus, sécurisation, je sais plus, j'ai plus l'acronyme en tête précis. L'idée, c'est que CORS va protéger tout ce qui est requêtage vers des domaines qui ne sont pas connus. Donc, on ne va autoriser depuis le serveur les appels que vers les applications qui ont le droit d'accéder, parce qu'elles sont sur un domaine autorisé, aux différentes infos proposées par le serveur. Donc, ça contient les blocs de données, les clés, les certificats, etc. Ça veut dire qu'on va éviter qu'il y ait des ressources qui soient injectées depuis l'extérieur grâce à ça, et ça va interdire le fait qu'on puisse écrire sauvagement dans le document depuis des ressources externes. Donc on va commencer à protéger un peu le réseau et les échanges réseau entre votre application cliente et votre serveur. Ensuite, on va pouvoir utiliser les CSP, les Content Security Policies du navigateur, qui, elles, vous permettent d'autoriser explicitement des ressources. Donc par défaut, on n'exécute rien dans le navigateur et on va dire, à partir de là,
tu ne m'autorises que les JS qui viennent de tel domaine, les images qui viennent de tel domaine, voire de telle URL. Tu n'autorises pas tout ce qui est écrit directement en ligne dans la page, etc. Donc vous protégez tout ce qui est injection XSS, injection de données à l'intérieur de votre application. En gros, vous protégez l'intégrité de votre appli, le contexte dans lequel ça va s'exécuter. Et ça va normalement éviter qu'il y ait des scripts malicieux qui viennent s'exécuter en même temps que votre application cliente dans votre navigateur. Ensuite, vous allez pouvoir vous appuyer sur les SRI, qui sont là pour vérifier la signature des assets qui sont livrés. L'idée, c'est que j'ai ma page qui se charge. Dans ma page, j'ai des assets qui portent toute la logique, le JS, etc., des images notamment. Il va falloir que je m'assure qu'entre le transfert depuis le serveur et mon navigateur, il n'y a pas eu de corruption des données. Pour s'assurer de ça, on fait un checksum. Le checksum est inclus dans la page, et au moment où la page va livrer les assets, va récupérer les assets, elle va contrôler la signature et contrôler le checksum de ces assets-là. Si jamais il y a une modification, l'asset n'est pas exécuté dans le navigateur. Donc ça vous permet de sécuriser les ressources qui vont être exécutées dans votre navigateur. Tout ce qui est attaque type man in the middle, normalement, ça devrait pouvoir être interrompu à ce moment-là. Vous allez pouvoir utiliser les referrer policies. Donc l'entête référeur, je rappelle juste ce que c'est quand vous faites une requête vers un serveur, l'entête référeur est une petite entête qui est ajoutée dans votre requête et qui indique quel est le domaine d'où vous venez. C'est très utilisé à des fins statistiques, sur des outils d'analyse et de traces d'usage type Google Analytics, Matomo et compagnie. L'idée, c'est que quand vous faites tourner votre application, vous allez pouvoir avoir un système d'URL et un schéma d'URL que vous cherchez à protéger d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, ça peut être révélateur de différents modes de fonctionnement de votre appli, et ça peut laisser à des individus malicieux la possibilité d'essayer de taper sur vos URL pour voir un peu comment c'est conçu. Donc, c'est pas une protection en soi, mais moins vous diffusez d'informations, mieux c'est. C'est comme quand vous retirez la version de votre serveur web HTTP quand vous servez en ligne, en production. C'est une bonne pratique de ne pas donner trop d'informations sur la façon dont c'est conçu derrière. L'idée, c'est que à partir du moment où vous évitez les referrer policies, vous protégez le tracking malicieux. Donc vous essayez de faire en sorte que votre application ne laisse pas fuiter trop d'informations sur son architecture. Et puis après, il va falloir stocker les clés. Alors, stocker les clés dans le navigateur, c'est pas hyper évident parce que le système de stockage du navigateur n'est pas hyper simple. Je rappelle qu'on a des clés privées. Les clés privées, normalement, elles sont censées rester sécurisées dans votre poche et qu'elles ne doivent pas sortir. Vous allez pouvoir vous appuyer sur WebCrypto, qui est l'API navigateur qui permet de gérer la couche de cryptographie au sein de votre navigateur, qui permet de faire de la gestion de clés, notamment. Reste le problème de la question du stockage. Si vous voulez stocker en local storage, votre navigateur a le droit arbitrairement de purger votre local storage quand il considère qu'il n'a plus assez de place, et auquel cas, vous dégagez les clés privées avec et c'est terminé. Votre utilisateur est locked out forever. Donc il va falloir trouver un autre système. L'idée, c'est de pouvoir utiliser la file API du navigateur pour pouvoir à nouveau utiliser le système de fichiers de votre OS et donc l'environnement sécurisé de votre OS pour pouvoir aller enregistrer les clés privées, les certificats, etc. Ce qui, en soi, ne pose pas tant de soucis que ça, dans le sens où, quand bien même ça tombe dans le système de fichiers, et que ça veut dire qu'on peut naviguer, aller chercher les clés dans le système de fichiers, les clés, je rappelle qu'elles sont chiffrées par le certificat intermédiaire qui lui-même est protégé par le mot de passe de l'utilisateur. Donc, quand bien même ces fichiers-là seraient récupérés, ce n'est pas pour autant qu'il y a des informations qui partent dans la nature. Après, il y a le problème de sécuriser l'environnement d'exécution de tout ce qui est cryptographie, donc chiffrement, déchiffrement de la donnée au sein de votre application cliente. Et là, le problème de JavaScript, c'est que c'est quand même du contenu qui s'exécute sur du script clair à l'intérieur de votre navigateur. Donc n'importe qui, malgré les couches de sécurisation qu'on aurait pu mettre en oignon autour de notre appli via CORS, les SRI, etc., réussirait quand même à injecter du code au sein de votre application. Il aurait la possibilité de clairement observer ce qui se passe et clairement se poser, puisque c'est le principe de JavaScript, c'est du prototypage, donc on peut surcharger de la méthode en permanence au sein des classes JavaScript et des objets JS. On va pouvoir assez facilement se mettre à un point donné, intercepter ce qui passe, voire modifier du code, voire récupérer des données, etc. Une des solutions qui, à mon avis, est une bonne promesse, c'est WebAssembly.
WebAssembly, je rappelle comment ça fonctionne, c'est un interpréteur type assembleur qui s'exécute en parallèle du JavaScript et qui utilise des API JavaScript pour faire le bridge au sein de vos logiques applicatives dans votre page web. L'idée, c'est que vous écrivez du code dans n'importe quel langage, vous le compilez via LLVM dans un binaire type assembleur qui va être exécuté dans votre navigateur. Donc si votre couche crypto elle est gérée de ce côté-là, donc pas en JS pur, mais dans un autre langage que vous ferez tourner après en WebAssembly dans votre navigateur, encore une fois, je ne dis pas que c'est une sécurisation ultime, ça reste comme tout binaire. Ça peut être décompilé, on peut observer ce qui se passe, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'injecter à la volée à un moment dans une routine exécutée en WebAssembly et de dire, bah tiens, moi je me plug là et puis je modifie. Donc ça veut dire que si j'ai de la donnée, elle rentre chiffrée dans un binaire WebAssembly, elle ressort chiffrée de l'autre côté et à l'intérieur c'est une boîte noire. Et là, normalement, vous protégez un peu votre contexte d'exécution. Alors, ça c'est de la grande théorie, ou plutôt c'est de la mise en pratique, mais un peu à la mano roots. Généralement, on commence à se poser des questions sur la mise en application. Alors, c'est rigolo, il faut trouver le chiffre maintenant qui manquait. Alors, c'est N questions sur l'impact de la zéro knowledge architecture. En vrai, il y en a 7. Alors, première question, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez migrer d'une code base existante vers une architecture zéro knowledge? Comment on peut faire? Concrètement, ce n'est pas forcément hyper facile, surtout si votre code base est assez large. La recommandation que j'aurais, c'est de dire, commencez déjà par concevoir la couche crypto, celle qui va se charger de gestion de clés, échange de clés, chiffrement, autorisation des services, etc. Quand vous aurez tout ça déjà, qui tourne en parallèle de votre code base existante, vous aurez la possibilité de faire de l'enregistrement d'applications clientes, d'utilisateurs, de services. Et petit à petit, vous allez pouvoir commencer à déporter votre donnée au fur et à mesure. Vous ne migrez pas l'intégralité des données, mais vous commencez par placer dans votre nouvelle architecture ZK des tout petits bouts. Un ID, une gestion de mots de passe, voilà, ce genre de choses. Et vous y allez vraiment petit à petit et vous migrez petit à petit les données. Surtout si vous partez d'un ensemble qui est déjà relationnel sur du SQL et qu'il faut passer en plus sur du non relationnel. Ça va être un gros boulot. Mais c'est faisable, juste ça prend du temps. Ça ne se fait pas magiquement et on ne peut pas toujours redémarrer from scratch. Comment est-ce qu'on peut appliquer une architecture zero knowledge à du big data? En vrai, ça peut se faire assez bien dans le sens où finalement, l'idée du big data, c'est que vous avez des gros volumes de données que vous analysez en temps réel et sur lesquels vous faites des gros modèles statistiques et vous faites des gros concepts d'analyse dessus. Là, votre donnée, finalement, elle est éclatée entre tous les utilisateurs qui possèdent uniquement leur bout de données à eux. Donc l'idée, ça va être de commencer à faire de l'analyse de gros volumes de données, mais en pair à pair et de façon décentralisée. Ça a l'air assez magique. Il y a des chercheurs qui bossent dessus, notamment un chercheur qui bosse chez Cozy Cloud, qui est une start-up qui fait un domicile numérique. Il y a des premiers papiers et des premiers retours intéressants dessus, donc ça vaut le coup de regarder un peu ce qui se fait. En tout cas, c'est possible. C'est possible de faire de l'indexation sur des données chiffrées, c'est possible de faire ce genre de choses. Donc ça peut s'appliquer aussi au big data. Qu'est-ce qui se passe si on perd des clés? Deux cas d'usage. Si vous perdez les clés, j'entends clés privées, donc vous êtes emmerdé parce que vous ne pouvez plus déchiffrer de la donnée, etc. Si vous perdez des clés, soit les infos que vous aviez protégées dans votre architecture ZK n'avaient pas vocation à être pérennes. Et c'est typiquement le cas d'usage de Signal, l'application de messagerie. Au moment où vous reloguez depuis un nouveau device sur une appli Signal, ça invalide le device précédent. Donc vous avez un device systématiquement en temps réel, mais jamais plus d'un. Et vous repartez d'une page vierge. Vous ne retrouvez pas l'historique de vos conversations. Et c'est pleinement acceptable. Je veux dire, à un moment où vous vous dites, voilà, c'est juste de l'information en temps réel, c'est pas grave de la perdre. Ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est celui de ma mutuelle, où là, je ne peux pas me permettre de perdre mon dossier de santé numérique. Et dans ces cas-là, il faut mettre en place un système d'export de clés. Alors, il y a plusieurs systèmes d'export de clés possibles. Il y en a un premier qui va consister à dire, on exporte la clé sous forme de QR code, par exemple, qu'on imprime, que les gens peuvent garder chez eux ou dans un coffre-fort, ou voilà. Et puis, au moment où ils veulent synchroniser un nouveau device, ils flashent le QR code dans votre appli, ça réimporte la clé privée avec de nouveaux certificats, signatures, etc. Ça, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution qui consiste à faire une authentification déportée. Et ça, c'est la 7e question. Le teasing.
Quatrième cas, comment on peut gérer des métadonnées sur le serveur ou, inversement, qu'est-ce qui se passe du fait que je dépose, corollaire, qu'est-ce qui se passe du fait que je dépose des données sur le serveur? Il y a quand même des métadonnées qui vont avec. Et effectivement, il y a des choses qui vont être transportées. Quel service cherche à accéder à un blob de données, à quel moment il a cherché à y accéder, etc. Est-ce que c'est grave? A priori, j'aurais tendance à penser que non, parce que l'essentiel de la donnée est quand même protégé à l'intérieur et il y a assez peu de choses qui va rester dans les métadonnées. Cela dit, si vraiment c'est un problème, on peut aussi chiffrer de la métadonnée et faire en sorte qu'il y ait encore moins d'informations qui soient disponibles en clair sur le serveur si jamais votre serveur se fait hacker ou votre ferme de serveur se fait hacker. Ce qui était la question 5, que se passe-t-il en cas de compromission du serveur? Normalement, pas grand-chose. Tout est déjà chiffré, il n'a que des clés publiques, il a un certificat racine, mais c'est tout, qui peut être révocable. Donc, a priori, il n'y a pas trop de risques. La mécanique d'export des clés, tiens, c'est rigolo, elle est redondante celle-là. Donc, il y avait cette fameuse question cette fameuse idée de l'export QR code. Donc, je passe dessus très vite, je ne sais pas pourquoi elle est encore là. Hop là. Et donc, septième idée, l'idée d'une notification des portées, qui est aussi l'idée d'un badge de récupération. Alors, je la place là parce que sur le plan technique, elle est intéressante. La première fois que j'ai parlé d'une architecture Zero Knowledge en conférence, il y a quelqu'un qui est venu me voir après qui m'a dit « Nous, on fait un truc, on réfléchit à un système, on aimerait que les gens puissent disposer d'un device type badge NFC et que, en badgeant sur un dispositif pratique posé chez des commerçants ou whatever, on permette à ces services externes, donc un commerçant ou quoi que ce soit, de récupérer des portions d'informations, un nom, une adresse, un numéro de téléphone, etc., qu'on aura autorisé. La question, c'est, ce badge en soi ne dispose pas d'intelligence, il n'y a pas de batterie, en fait, encore une fois, c'est du NFC, et on aimerait aussi mettre en place une architecture Zero Knowledge. Le problème, c'est comment on peut faire pour que l'authentification se fasse directement, et qu'il n'y ait pas d'action humaine autre que je pose mon badge sur un dispositif et boum, ça autorise par ce biais-là le système. Sachant qu'encore une fois, toutes les données sont chiffrées dans une application cliente qui n'est pas le badge, qui est un device mobile, qui est peut-être oublié à la maison ou un truc comme ça. On a pas mal réfléchi à l'archi et voilà à quoi on a pensé à la fin. L'idée, c'est que vous avez votre appli cliente. Elle contient vos données, elle est chiffrée, architecture ZK, tout ça. Vous avez un badge et vous faites un pairing du badge avec votre application cliente. À cette initialisation, qu'est-ce qui se passe? Dans le badge, il y a un certificat spécifique lié au badge qui n'est pas protégé par un mot de passe mais qui est dans le badge. Il y a deux paires de clés, une paire de clés de signature, une paire de clés de chiffrement, et il y a un jeton TOTP. Donc TOTP, c'est les fameux jetons, deuxième facteur d'authentification, donc basé sur un dead time. L'idée, c'est qu'au moment où vous paierez le badge dans l'application, la paire de chiffrement qui est installée dans le badge, elle est transférée dans le client. La paire complète, clé privée et clé publique. On est toujours dans le client, hein, il n'y a pas c'est transféré via NFC, etc. Et les données, elles sont doublement chiffrées à partir de ce moment-là dans votre application cliente, à la fois avec la clé de votre appli et avec la clé du badge. Et en même temps, le jeton TOTP est initialisé dans l'application, de façon à ce qu'il soit synchrone avec celui du badge. Ensuite, au moment où je vais avoir besoin d'accéder à des données, donc quand je vais poser mon badge sur le device de mon commerçant ou whatever, le badge va concevoir un mot de passe symétrique qui va être échangé en Diffie-Hellman avec le client. C'est-à-dire que, je rappelle le processus de Diffie-Hellman, il y a deux éléments qui se mettent d'accord sur un secret commun, et en utilisant ce secret commun, elles vont chacune de leur côté générer un mot de passe symétrique qui va être identique sans jamais s'échanger de mot de passe symétrique. C'est-à-dire que quand bien même c'est le device du commerçant qui va se charger de transférer les infos, lui ne verra jamais rien passer. Ça va être généré de chaque côté avec le badge d'un côté et l'application cliente de l'autre côté. Et le badge va envoyer un payload qui va contenir le jeton TOTP et le certificat intermédiaire du badge qui est utilisé pour déchiffrer la clé privée du badge qui se trouve déjà dans l'application cliente. OK ? Côté client, qu'est-ce qui se passe? On va vérifier le payload, donc on va vérifier la signature du payload, et on va déchiffrer le payload. On va vérifier le jeton TOTP, ce qui permet de s'assurer que c'est bien le badge
qui a été pairé au départ, qui vient de faire la demande auprès de l'application cliente pour accéder à de la donnée. Et comme on vient de recevoir le certificat, qu'on ne conservera pas dans l'appli cliente, il est là de façon temporaire, on va utiliser le certificat pour déchiffrer la clé privée et pour utiliser cette clé privée pour déchiffrer les contenus à l'intérieur de mon application, récupérer le bloc de données nécessaire, rechiffrer ça avec celle du service du commerçant et lui envoyer le contenu. De cette manière, on a la possibilité facilement de déchiffrer du contenu sans avoir besoin de saisir le mot de passe sur l'application cliente. Et c'est le fait de badger qui aurait été la validation physique. Ça pose plein de questions en termes de sécu, ça pose plein de questions de qu'est-ce qui se passe si je perds le badge, qu'est-ce qui se passe si... Voilà. Je ne dis pas que la solution est robuste de façon ultime, mais elle permet d'échanger des infos de façon sécurisée et surtout, elle vous permet éventuellement de faire de la récupération. Parce qu'à partir du moment où vous auriez perdu la clé privée, vous avez toujours la possibilité de déchiffrer les contenus et de récupérer les choses qui sont dedans pour pouvoir les régénérer après. L'idée étant toujours de dire, si j'ai besoin de récupérer un accès à des contenus dont j'ai perdu la clé, il faut que je puisse déchiffrer ces contenus pour les rechiffrer avec une nouvelle clé. Alors, côté mise en application, à quoi ça correspond ? L'objectif, c'est toujours pareil, ça va être de minimiser des risques. Tout ce qui est fuite de données, c'est pas compliqué, c'est chiffré. Tout ce qui est escalade de privilèges sur des permissions, etc., c'est pas compliqué, c'est chiffré. Tout ce qui est usurpation d'identité, c'est de la preuve nulle, donc c'est chiffré. En gros, l'idée, ça va être de limiter au maximum la surface d'attaque sur vos données et de faire en sorte que personne ne puisse accéder aux différentes infos. À quoi ça peut s'appliquer ? Grosso modo, ça peut s'appliquer à des journaux, à des traces d'usage, à tout ce qui est documents, arborescence de documents complexes. Ça peut même s'appliquer sur du système de fichiers, ça peut même s'appliquer sur du stockage distant. En gros, ça peut s'appliquer à peu près tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est de l'information personnelle. C'est jouable, c'est utilisable. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est utilisable. La vraie question derrière d'une architecture comme ça, c'est à qui est-ce qu'on choisit de faire confiance ? Parce qu'on fait quand même du chiffrement, de la crypto, etc. À qui est-ce qu'on choisit de faire confiance ? Est-ce qu'on choisit de faire confiance aux constructeurs de machines et de s'assurer qu'il n'y a pas d'espionnage à un moment des données au sein de votre système, au sein de votre machine, via une puce et compagnie ? Est-ce qu'on fait confiance aux différents implémenteurs ? Implémenteurs des navigateurs dans lesquels on va faire tourner notre application pour qu'il n'y ait pas de backdoor qui permet d'accéder à la stack de chiffrement, à la web crypto API, etc. Est-ce qu'on fait confiance aux éditeurs de l'application qui mettent en place une architecture ZK et qui vous disent oui, c'est bon, c'est chiffré, mais qui en même temps pourraient eux aussi poser une backdoor pour récupérer des trucs ? Est-ce qu'on fait confiance aux utilisateurs pour se protéger ? Je vous laisse biffer l'intrus dans l'histoire. Bref, l'idée c'est qu'on a besoin d'auditabilité. On a besoin que les solutions soient ou open source, ou en tout cas en audit public, en rapport public, sur des rapports d'entités autonomes, etc., pour garantir que, oui, l'accès au moment où il se fait en clair aux données, entre deux phases de déchiffrement-chiffrement, il se fasse dans des conditions qui soient sécurisées. Et ce besoin d'auditabilité, il est indispensable. Et c'est pour ça que, à mon sens, l'open source reste une excellente solution et peut-être la plus logique. Je dirais juste que l'architecture Zero Knowledge en soi, pour moi, elle est extrêmement prometteuse. Elle va très très loin dans l'idée de protection des données. Elle reste malgré tout extrêmement complexe et quand même plutôt coûteuse. Elle est normalement compatible avec le web, on l'a vu, mais ça ne reste qu'une solution technique et qu'à la base, il y a quand même un énorme trou de confiance. Et que ce trou de confiance, il faut être capable de le combler. Et le seul moyen de le combler, c'est encore une fois cette auditabilité et l'open source pour le permettre. Voilà, je m'appelle Mads, je suis tech évangéliste chez All West Data, qui est un hébergeur infogéreur. Et on s'implique énormément sur tout ce qui est question de sécurité et de protection de vie privée, notamment. Et c'est pour ça qu'on participe et on donne énormément de talks et d'informations et de contenus rédigés sur tout ce qui est information liée à la sécurité, à la mise en place des différentes sécurités et des différents systèmes de nos applications. Si jamais vous avez des questions, je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps, genre 2 minutes. Et sinon, je reste là, donc vous pouvez toujours m'attraper, je ne suis pas compliqué à repérer. Et dans tous les cas, je vous remercie beaucoup